Bonjour Eduardo Riancipel. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du PS, vous êtes en Seine-et-Marne, vous avez été député, vous avez été proche de Vincent Peillon pendant la campagne pour les primaires socialistes et aujourd'hui vous soutenez Olivier Faure, l'un des 4 candidats à l'assaut de ce premier secrétariat du PS, la direction du PS. Ce PS qui joue de temps en temps de drôle de tour, vous avez été à un moment radié par votre fédération, puis pas radié. Qu'est-ce que c'est que ce parti où on est peu nombreux et où on s'élimine les uns les autres ? Oui, je crois que c'est tout ça qu'il faut dépasser. Ouais. Et il faut dépasser aussi ces fake news qui ont pu circuler à un moment, que je regrette profondément. Mais aujourd'hui, je soutiens Olivier Faure, au-delà de mon tropisme sénémarnais, parce que c'est mon collègue et ami de Seine-et-Marne. Je crois qu'Olivier Faure a le bon projet, la bonne vision, la bonne méthode, la bonne démarche pour remettre sur pied le Parti socialiste. Pour l'instant, ça ne fait pas bouger les lignes. Hein. Ça fait pas bouger les lignes. Il y a peu de gens qui se passionnent pour ce combat à 4. C'est vrai que ça passionne peu les médias. médias. Bon signe quand même. Je crois qu'il faut. Je crois que c'est pas mal cette espèce de tranquillité que nous pouvons avoir, de ne pas être pollués par un climat médiatique qui parfois dérègle les congrès du Parti socialiste. Mais quand je vois sur le terrain, quand Olivier Faure se déplace en particulier, il était à La Rochelle il n'y a pas beaucoup de temps, il y a du monde autour de lui, il y a les militants qui sont là, il y a les gens qui veulent reconstruire ce Parti socialiste. Il y a un début d'enthousiasme qui renaît. Et justement, Nicolas Bétou, ce que je ressens sur le terrain chez les militants, ce désir de rassemblement, eh bien, je crois qu'Olivier Faure est en train de l'incarner. Rassemblement. Et donc, je crois que c'est une bonne chose. Parce qu'entre En Marche et la France Insoumise, plus le Parti communiste et l'extrême gauche, vous n'avez pas grand monde à rassembler aujourd'hui. J'ajoute Benoît Hamon, qui vous a fait faux bond et qui a créé son propre parti. Ça ne fait pas grand monde quand même. Si. Oui, il faut reconquérir tout le monde. Bon. Il faut reconquérir les électeurs perdus du Parti socialiste et de la gauche démocratique qui attendent une gauche de gouvernement, qui attendent une gauche qui veut prendre ses responsabilités et qui attendent du Parti socialiste qu'il fasse cette offre nouvelle au XXIe siècle. Je crois qu'il faut aller à la reconquête et pour ça, il faut qu'on redéfinisse une ligne politique, une vision. C'est ce qu'on veut faire avec Olivier Faure. Gauche de gouvernement, gauche réaliste, gauche qui sait prendre en compte la nécessité des réformes. La SNCF va être réformée profondément. En tout cas, c'est ce que proposent Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Vous êtes pour ? Évidemment qu'il faut réformer la SNCF. Il faut surtout penser la SNCF au XXIe siècle. Maintenant, est-ce qu'il faut faire avec cette méthode brutale du gouvernement qui privilégie des ordonnances plutôt que la négociation avec les partenaires? Vous répondez sur la forme. Moi, je vous pose une question sur le fond. On viendra à la forme, si vous voulez, mais sur le fond, est-ce que la gauche de gouvernement que vous aimeriez à nouveau symboliser dit, oui, il faut effectivement arrêter d'embaucher au statut des cheminots, il faut faire porter une partie de la dette par l'État, mais aussi par la SNCF, il faut faire toutes ces réformes que Édouard Philippe a annoncées hier? Non, je ne procéderai pas comme Édouard Philippe. Je pense encore une fois que les ordonnances ne sont pas la bonne méthode pour préparer l'avenir de la SNCF. Je ne crois pas que la question de la SNCF se réduise au statut des cheminots. D'ailleurs, les cheminots eux-mêmes, à mon avis, sont les premiers à être prêts à bouger ce statut. Il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Ça ne se sent pas vraiment dans la réaction des syndicats. Mais parce que vous êtes uniquement dans la suppression et vous n'êtes pas dans la co-construction de nouvelles modalités pour les cheminots au XXIe siècle. Vous savez, moi je regrette qu'on n'essaye pas de penser les choses autrement qu'à travers une vision comptable, comme le montre aujourd'hui le gouvernement, ou comme le montre le rapport Spinetta. 3,5 milliards de déficit par an, c'est comptable, effectivement, mais ça compte précisément. Je pense que la SNCF est un grand leader européen et mondial, capable de beaucoup d'atouts. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à réformer. Pour ça ? Mais il faut surtout... Non, mais moi, je ne prends pas les sujets comme ça. Ouais. Je pense comment est-ce qu'on peut apporter du transport pour les territoires français et pour les Français. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas une France à deux vitesses entre les métropoles qui ont tous les transports et des territoires périphériques, ruraux, semi-ruraux, qui seraient totalement abandonnés? Est-ce que c'est un service public qui a donc vocation à l'intérêt général et pas uniquement regarder la rentabilité, ou est-ce que c'est un service uniquement rentable avec la logique financière derrière? Je crois aujourd'hui qu'on a la modalité d'associer. Absolument. Ouais. Vous savez, j'ai publié il n'y a pas si longtemps dans l'Express, la semaine dernière, une tribune pour proposer une vision de la rénovation de nos territoires. Je parle de territoires augmentés avec mon collègue Sébastien Vincini. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des
révolutions, des mutations en cours dans les territoires qui concernent les mobilités, les transports. Pourquoi on ne pense pas ensemble justement ces lignes qui sont moins rentables, ces chemins de fer qui sont moins rentables, avec une nouvelle articulation sur l'aménagement du territoire? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir confié l'avenir de ces petites lignes, ce qu'on appelle les petites lignes, aux régions? Je pense que c'est un peu facile. Les régions n'auront pas les moyens. Mais c'est à Paris de décider? Ah ben, ce n'est pas uniquement à Paris de décider, c'est ce que je vous rappelle depuis tout à l'heure, à demander une négociation et pas de la concertation abstraite avec les ordonnances. Je crois qu'il faut être clair, il faut prendre le temps de faire la réforme de la SNCF. Il ne faut pas avancer pour un symbole politique comme veut le faire aujourd'hui le gouvernement. Donc je crois que si on associe tout le monde autour de la table, les pouvoirs publics dans les territoires, les régions, elles pourront, pourquoi pas, prendre en partie un certain nombre de lignes et sous leur charge, mais avec une discussion, dans un contrat avec l'État. Mais pas avec cette façon-là de vouloir se débarrasser de la patate chose en disant bah, nous, l'État, on n'a pas les moyens, on ne sait pas comment faire, et on n'a qu'une vision comptable, donc débrouillez-vous dans les régions. Non, ça ne marchera pas. Un mot sur le statut des cheminots, 31 comités d'entreprise, 600 comités d'hygiène et de sécurité, 200 délégations de personnel, 9687 mandats syndicaux, 2300 équivalents temps plein. Ça, c'est la SNCF. Est-ce que cet aspect-là du statut et de l'organisation sociale de la SNCF doit être préservé ou est-ce qu'elle mérite d'être réformée? Nicolas Bédou, je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas de tabou. Il y a certainement du ménage, de l'ordre et des réformes à faire dans tous les éléments que vous venez d'évoquer. Je suis prêt à regarder ça. Je pense que les cheminots, eux aussi, sont prêts à regarder ça. Mais si on prend les questions de façon comme un ensemble. Il faut prendre la question de la SNCF comme un ensemble. Si on fait la réforme en faisant croire que le problème c'est le statut des gens, que le problème c'est uniquement la dette, que le problème c'est uniquement les petites lignes pas rentables, je vous fais le pari que la réforme sera un échec, et que l'angoisse des Français sera encore là. Ce qui compte aujourd'hui, c'est comment on apporte de la mobilité pour les territoires. Si on prend le problème comme l'a pris Édouard Philippe en disant la SNCF a des coûts qui sont 30% supérieurs à ses concurrents, est-ce que c'est une bonne façon de prendre les choses? Je ne crois pas. Je demande à ce que ce soit démontré. Moi, je vois que quand la SNCF se bat à l'international sur des compétitions, sur des marchés à l'international, elle remporte des marchés. Mais peut-être pas avec des statuts. Ce que je veux dire, Nicolas Bédou, ce que je veux dire, sans doute pas avec des statuts, mais avec un très grand savoir-faire qu'il ne faudrait pas abîmer et pas privatiser bêtement. Un mot encore. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on ne peut pas uniquement penser les transports pour les grandes zones métropolitaines. Bien sûr. Il faut un nouvel aménagement du territoire. La SNCF doit prendre sa part. Et peut-être qu'on doit dépasser la réforme de la SNCF en ajoutant d'autres acteurs de la mobilité, pour voir là où ils ne peuvent pas agir, là où ce n'est pas rentable, comment on peut remplacer, substituer dans un esprit de service public. Un mot sur l'opinion publique, puisque le gouvernement semble penser que l'opinion publique, à la différence de ce qui se passait en 1995, l'opinion publique a l'air aujourd'hui d'être mûre, ou en tout cas réceptive à l'idée d'une grande réforme de la SNCF. Vous y croyez ? Je crois que les Français sont d'accord pour une réforme. Ils le comprennent comme nous tous, et je vous le dis, il faut réformer. Moi, je suis attentif à la question de la dette. Mais encore une fois, si on attaque la question uniquement sous l'angle financier et comptable, les Français peuvent comprendre ça d'une autre façon et dans quelques temps être totalement déçus par des réformes qui n'en sont pas, qui auront abîmé la qualité du service public et qui n'auront pas permis de répondre aux problèmes dans les territoires qui sont moins desservis que les autres. Réponse dans quelques semaines. Merci, Édouard Sipel. Merci à vous.